Pourquoi donc l'existentialisme? A-t-il gardé son autonomie? Pourquoi ne s'est-il pas dissous dans le marxisme? À cette question, Lukács a cru répondre dans un petit livre intitulé Existentialisme et marxisme. D'après lui, les existentiels bourgeois ont été contraints d'abandonner la méthode de l'idéalisme tout en sauvegardant ses résultats et ses fondements. De là, la nécessité historique d'une troisième voie entre le matérialisme et l'idéalisme, dans l'existence et dans la conscience bourgeoise au cours de la période impérialiste. Je montrerai plus loin les ravages que cette volonté a priori de conceptualisation a exercé au sein du marxisme. Observons simplement ici que Lukács ne rend absolument pas compte du fait principal. Nous étions convaincus en même temps que le matérialisme historique fournissait la seule interprétation valable de l'histoire et que l'existentialisme restait la seule approche concrète de la réalité. Je ne prétends pas nier les contradictions de cette attitude. Je constate simplement que Lukács ne le soupçonne même pas. Or, beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'étudiants ont vécu et vivent encore dans la tension de cette double exigence. D'où vient cela? D'une circonstance que Lukács connaissait parfaitement, mais dont il ne pouvait rien dire à l'époque. Après nous avoir tiré à lui comme la lune tire les marées, après avoir transformé toutes nos idées, après avoir liquidé en nous les catégories de la pensée bourgeoise, le marxisme, brusquement, nous laissait en plan. Il ne satisfait pas notre besoin de comprendre sur le terrain particulier, et nous étions placés. Il n'avait plus rien de neuf à nous enseigner parce qu'il s'était arrêté. Le marxisme s'est arrêté précisément parce que cette philosophie veut changer le monde, parce qu'elle vise le devenir monde de la philosophie, parce qu'elle est et veut être pratique. Elle s'est opérée en elle une véritable scission qui a rejeté la théorie d'un côté et la praxis de l'autre. Dès l'instant où l'URSS encerclé, solitaire, entreprenait son effort gigantesque d'industrialisation, le marxisme ne pouvait pas ne pas subir le contre-coup de ces luttes nouvelles, des nécessités pratiques et des fautes qui en sont presque inséparables. En cette période de repliement pour l'URSS et de reflux pour le prolétariat révolutionnaire, l'idéologie elle-même est subordonnée à une double exigence, la sécurité, c'est-à-dire l'unité, et la construction en URSS du socialisme. La pensée concrète doit naître de la praxis et se retourner sur elle pour l'éclairer, non pas au hasard et sans règle, mais, comme dans toutes les sciences et toutes les techniques, conformément à des principes. Or, les dirigeants du parti, acharnés à pousser l'intégration du groupe jusqu'à la limite, craignirent que le libre devenir la vérité, avec toutes les discussions et tous les conflits qu'il comporte, ne brisât l'unité de combat. Ils se réservèrent le droit de définir la ligne et d'interpréter l'événement. En outre, de peur que l'expérience n'apportât ses propres clartés, qu'elle ne remet en question certaines de leurs idées directrices et ne contribuât à affaiblir la lutte idéologique. Ils mirent la doctrine hors de sa portée. La séparation de la théorie et la pratique eut pour résultat de transformer celle-ci en un empirisme sans principe, celle-là en un savoir pur et figé. D'autre part, la planification imposée par une bureaucratie qui ne voulait pas reconnaître ses erreurs devenait par là même une violence faite à la réalité. Et puisqu'on déterminait la production future d'une nation dans les bureaux, souvent hors de son territoire, cette violence avait pour contrepartie un idéalisme absolu. On soumettait a priori les âmes et les choses aux idées.
L'expérience, quand elle ne vérifiait pas les prévisions, ne pouvait qu'avoir tort. Le métro de Budapest était réel dans la tête de Rákóczi. Si le sous-sol de Budapest ne permettrait pas de le construire, c'est que ce sous-sol était contre-révolutionnaire. Le marxisme, en tant qu'interprétation philosophique de l'homme et de l'histoire, devait nécessairement refléter les partis pris de la planification. Cette image fixe de l'idéalisme et la violence exerça sur les faits une violence idéaliste. Pendant des années, l'intellectuel marxiste crut qu'il servit son parti. En violant l'expérience, en négligeant les détails gênants, en simplifiant grossièrement les données et surtout en conceptualisant l'événement avant de l'avoir étudié. Et je ne veux pas seulement parler des communistes, mais de tous les autres, sympathisants, trotskistes et trotskisants, car ils ont été faits par leur sympathie pour le PC ou par leur opposition. Le 4 novembre, au moment de la seconde intervention soviétique en Hongrie, et sans disposer encore d'aucun renseignement sur la situation, le parti de chaque groupe était prêt. Il s'agissait d'une agression de la bureaucratie russe contre la démocratie des conseils ouvriers, d'une révolte des masses contre les systèmes bureaucratiques ou d'une tentative contre-révolutionnaire que la modération soviétique avait su réprimer. Plus tard, on eut des nouvelles, beaucoup de nouvelles, mais je n'ai pas entendu dire qu'un seul marxiste eût changé d'avis. Parmi les interprétations que je viens de citer, il en est une qui montre la méthode à nu, celle qui réduit l'effet hongrois à une agression soviétique contre la démocratie des conseils ouvriers. Il va de soi que les conseils ouvriers sont une institution démocratique. On peut même soutenir qu'ils portent en eux l'avenir de la société socialiste. Mais cela n'empêche qu'il n'existait pas en Hongrie lors de la première intervention soviétique, et leur apparition pendant l'insurrection fut beaucoup trop brève et trop troublée pour qu'on puisse parler de démocratie organisée. N'importe, il y a eu des conseils ouvriers, une intervention soviétique s'est produite. À partir de l'idéalisme marxiste procède à deux opérations simultanées, la conceptualisation et le passage à la limite. On pousse la notion empirique jusqu'à la perfection du type, le germe jusqu'à son développement total. En même temps, on rejette les données équivoques de l'expérience. Elles ne peuvent qu'égarer. On se trouvera donc en présence d'une contradiction typique entre deux idées platoniciennes. Du côté, la politique hésitante de l'URSS a fait place à l'action rigoureuse et prévisible de cette entité, la bureaucratie soviétique. De l'autre, les conseils ouvriers ont disparu devant cette autre entité, la démocratie directe. Je nommerai ces deux objets des singularités générales. Ils se font passer pour des réalités singulières et historiques quand il ne faut y voir que l'unité purement formelle de relations abstraites et universelles. On achèvera la fétisation en les dotant l'un et l'autre des pouvoirs réels. La démocratie de conseil ouvrier comporte en elle la négation absolue de la bureaucratie qui réagit en écrasant son adversaire. Or, on ne saurait douter que la fécondité du marxisme vivant venait en partie de sa façon d'approcher l'expérience convaincue que les faits ne sont jamais des apparitions isolées, que s'ils se produisent ensemble, c'est toujours que l'unité supérieure dans tout, qu'ils sont liés entre eux par des rapports internes et que la présence de l'un modifie l'autre dans sa nature profonde. Marx abordait l'étude de la Révolution de février 1848 ou du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte
dans un esprit synthétique. Il y voyait la totalité déchirée et produite tout à la fois par leurs contradictions internes. Sans doute l'hypothèse du physicien avant d'être confirmée par l'expérimentation est elle aussi un déchiffrement de l'expérience. Elle rejette l'empirisme tout simplement parce qu'il est muet. Mais le schème constitutif de cette hypothèse est universalisant. Il n'est pas totalisant. Il détermine un rapport, une fonction, et non une totalité concrète. Le marxisme abordait le processus historique avec des schèmes universalisants et totalisateurs. Et bien entendu, la totalisation n'était pas faite au hasard. La théorie avait déterminé la mise en perspective et l'ordre des conditionnements. Elle étudiait tel processus particulier dans le cadre d'un système général en évolution. Mais en aucun cas, dans les travaux de Marx, cette mise en perspective ne prétend empêcher ou rendre inutile l'appréciation du processus comme totalité singulière. Quand il étudie, par exemple, la brève et tragique histoire de la République de 1848, il ne se borne pas, comme on ferait aujourd'hui, à déclarer que la petite bourgeoisie républicaine a trahi le prolétariat, son allié. Il essaie au contraire de rendre cette tragédie dans le détail et dans l'ensemble. Il subordonne les faits anecdotiques à la totalité d'un mouvement, d'une attitude. C'est à travers cela qu'il veut découvrir celle-ci. Autrement dit, il donne à chaque événement, outre sa signification particulière, un rôle de révélateur, puisque le principe qui préside à l'enquête, c'est de chercher l'ensemble synthétique. Chaque fait, une fois établi, est interrogé et déchiffré comme partie d'un tout. C'est sur lui, par l'étude de ses manques et de ses sursignifications, qu'on détermine, à titre d'hypothèse, la totalité au sein de laquelle il retrouvera sa vérité. Ainsi, le marxisme vivant est heuristique. Par rapport à sa recherche concrète, ses principes et son savoir antérieur apparaissent comme régulateurs. Jamais chez Marx on ne trouve d'entité. Les totalités, par exemple la petite bourgeoisie dans le 18 Brumaire, sont vivantes. Elles se définissent par elles-mêmes dans le cadre de la recherche. On ne comprendrait pas autrement l'importance que le marxisme attache aujourd'hui encore à l'analyse de la situation. Il va de soi en effet que cette analyse ne peut suffire et qu'elle est le premier moment d'un effort de reconstruction synthétique. Mais il apparaît aussi qu'elle est indispensable à la reconstruction postérieure des ensembles. Or, le volontarisme marxiste qui se plaît à parler d'analyse a réduit cette opération à une simple cérémonie. Il n'est plus question d'étudier les faits dans la perspective générale du marxisme pour enrichir la connaissance et pour éclairer l'action. L'analyse consiste uniquement à se débarrasser du détail, à forcer la signification de certains événements, à dénaturer des faits ou même à en inventer pour retrouver par en dessus, comme leur substance, des notions synthétiques, immuables et fétichisées. Les concepts ouverts du marxisme se sont fermés. Ce ne sont plus des clés, des schèmes interprétatifs. Ils se posent pour eux-mêmes comme savoir déjà totalisé. De ce type singularisé et fétichisé, le marxisme fait, pour parler comme Kant, des concepts constitutifs de l'expérience. Le contenu réel de ces concepts typiques est toujours de savoir passé. Mais le marxisme actuel en fait un savoir éternel. Son unique souci au moment de l'analyse sera de placer ces entités. Plus il est convaincu qu'elles représentent a priori la vérité, moins il sera difficile sur la preuve. L'amendement Kerstein, les appels de Radio Europe Libre, des rumeurs ont suffi
aux communistes français pour placer cette entité, l'impérialisme mondial, à la source des événements hongrois. La recherche totalisatrice a fait place à une scolastique de la totalité. Principe heuristique, chercher le tout à travers les parties, est devenue cette pratique terroriste, liquider la particularité. Ce n'est pas par hasard que Lukács, qui voilà si souvent l'histoire, a trouvé en 1956 la meilleure définition de ce marxisme figé. 20 années de pratique lui donnent toute l'autorité nécessaire pour rappeler cette pseudo-philosophie un idéalisme volontariste. Aujourd'hui, l'expérience sociale et historique tombe en dehors de savoir. Les concepts bourgeois ne se renouvellent guère et s'usent vite. Ce qui demeure manque de fondement. Les acquisitions réelles de la sociologie américaine ne peuvent masquer son certitude théorique. Après un départ foudroyant, la psychanalyse s'est figée. Les connaissances de détail sont nombreuses, mais la base manque. Le marxisme, lui, a des fondements théoriques. Il embrasse toute l'activité humaine. Il ne sait plus rien. Ses concepts sont des dictats. Son but n'est plus d'acquérir des connaissances, mais de se constituer a priori en savoir absolu. En face de cette double ignorance, l'existentialisme a pu renaître et se maintenir parce qu'il réaffirmait la réalité des âmes, comme Kierkegaard a affirmé contre Hegel sa propre réalité. Seulement le Danois refusait la conception hegelienne de l'âme et du réel. Au contraire, existentialisme et marxisme visent le même objet, mais le second a résorbé l'homme dans l'idée et le premier le cherche partout où il est, à son travail, chez lui, dans la rue. Nous ne prétendons certes pas, comme faisait Kierkegaard, que cet homme réel soit inconnaissable. Nous disons seulement qu'il n'est pas connu. Si, provisoirement, il échappe au savoir, c'est que les seuls concepts dont nous disposions pour le comprendre sont empruntés à l'idéalisme de droite ou à l'idéalisme de gauche. Ces deux idéalismes, nous n'avons garde de les confondre. Le premier mérite son nom par le contenu de ses concepts et le second par l'usage qu'il fait aujourd'hui des siens. Il est vrai aussi que les pratiques marxistes dans les masses ne reflètent pas ou reflètent peu la sclérose de la théorie. Mais justement le conflit de l'action révolutionnaire et de la scolastique de justification empêche l'homme communiste. Dans les pays socialistes comme dans les pays bourgeois, de prendre une claire conscience de soi. L'un des caractères les plus frappants de notre époque, c'est que l'histoire se fait sans se connaître. On dira sans doute qu'il en a toujours été ainsi, et c'était vrai jusqu'à la deuxième moitié du siècle dernier, en bref jusqu'à Marx. Mais ce qui a fait la force et la richesse du marxisme, c'est qu'il a été la tentative la plus radicale pour éclairer le processus historique dans sa totalité. Depuis 20 ans, au contraire, son ombre obscurcit l'histoire. C'est qu'il a cessé de vivre avec elle et qu'il tente par conservatisme bureaucratique de réduire le changement à l'identité. Pourtant, il faut nous entendre. Cette sclérose ne correspond pas à un vieillissement normal. Elle est produite par une conjoncture mondiale d'un type particulier. Loin d'être épuisé, le marxisme est tout jeune encore, presque en enfance. C'est à peine s'il a commencé de se développer. Il reste donc la philosophie de notre temps. Il est indépassable parce que les circonstances qui l'ont engendré ne sont pas encore dépassées. Nos pensées, quelles qu'elles soient, ne peuvent se former que sur cette humus. Elles doivent se contenir dans le cadre qui leur fournit et se perdre dans le vide ou rétrograder. L'existentialisme comme le marxisme aborde l'expérience pour y découvrir des synthèses concrètes.
Il ne peut concevoir ces synthèses qu'à l'intérieur d'une totalisation mouvante et dialectique qui n'est autre que l'histoire, ou, du point de vue strictement culturel, où nous nous plaçons ici, que le devenir monde de la philosophie. Pour nous, la vérité devient, elle est et sera devenue. C'est une totalisation qui se totalise sans cesse. Les faits particuliers ne signifient rien, ne sont ni vrais ni faux, tant qu'ils ne sont pas rapportés par la médiation de différentes totalités partielles à la totalisation encore. Allons plus loin. Quand Garaudy écrit « Le marxisme forme aujourd'hui en fait le système de coordonnées qui permet seul de situer et de définir une pensée en quelque domaine que ce soit, de l'économie politique à la physique, de l'histoire à la morale », nous sommes d'accord avec lui, et nous le serions tout autant s'il avait étendu son affirmation. Mais ce n'était pas son sujet. Aux actions des individus et des masses, aux œuvres, au mode de vie, de travail, aux sentiments, à l'évolution particulière d'une institution ou d'un caractère. Pour aller plus loin, nous sommes aussi en plein accord avec Engels quand il écrit dans cette lettre qui a fourni à Plekhanov l'occasion d'une attaque fameuse contre Bernstein. Ce n'est donc pas, comme on veut se l'imaginer, ça et là, par simple commodité, un effet automatique de la situation économique. Ce sont au contraire les hommes qui font leur histoire eux-mêmes, mais dans un milieu donné qui les conditionne, sur la base de conditions réelles antérieures, parmi lesquelles les conditions économiques si influencées qu'elles puissent être par les autres conditions politiques et idéologiques, n'en sont pas moins, en dernière instance, les conditions déterminantes constituant d'un but à l'autre le fil rouge qui seul nous met à même de comprendre. Et l'on sait déjà que nous ne concevons pas les conditions économiques comme la simple structure statique d'une société immuable. Ce sont les contradictions qui forment le moteur de l'histoire. Il est comique que Lukács, dans l'ouvrage que j'ai cité, ait cru se distinguer de nous en rappelant cette définition marxiste du matérialisme, la primauté de l'existence sur la conscience, alors que l'existentialisme, son nom l'indiquait assez, fait de cette primauté l'objet d'une affirmation de principe. Pour être encore plus précis, nous adhérons sans réserve à cette formule du Capital, par laquelle Marx entend définir son matérialisme. Le mode de production de la vie matérielle domine en général le développement de la vie sociale, politique et intellectuelle, et nous ne pouvons concevoir ce conditionnement sous une autre forme que celle de mouvement dialectique, contradiction, dépassement, totalisation. Monsieur Roubel me reproche de ne pas faire allusion à ce matérialisme marxien dans mon article de 1946, Matérialisme et Révolution. Mais il donne lui-même la raison de cette omission. Il est vrai que cet auteur vise plutôt Engels que Marx, oui, et surtout les marxistes français d'aujourd'hui. Mais la proposition de Marx me paraît une évidence indépassable, tant que les transformations de rapports sociaux et le progrès de la technique n'auront pas délivré l'homme du joug de la rareté. On connaît le passage de Marx qui fait allusion à cette époque lointaine. Ce règne de la liberté ne commence en fait que là où cesse le travail imposé par la nécessité et la finalité extérieure. Il se trouve donc par-delà la sphère de la production matérielle proprement dite. Aussitôt qu'il existera pour tous une marge de liberté réelle au-delà de la production de la vie, le marxisme aura vécu. Une philosophie de la liberté prendra sa place. Mais nous n'avons aucun moyen, aucun instrument intellectuel, aucune expérience concrète qui nous permette de concevoir cette liberté ni cette philosophie.